très rapidement, compte tenu du temps qui m'est imparti, l'idée c'est déjà de dire d'où on parle en fait, parce que ça a été dit à plusieurs reprises dans les introductions qui ont été faites à l'instant par Monsieur Xil sur cette idée de finalement convoquer aujourd'hui les sciences humaines et sociales. Alors, les sociologues dont on parle au Living Lab sont des sociologues qui sont issus de la sociologie du travail, donc je ne vais évidemment pas vous lister tout ce qui est dit là, mais c'est simplement pour que vous compreniez comment finalement tout ce qui nous a été présenté sur les technologies, nous on le regarde, mais très légitimement on le regarde avec notre regard qui est celui de gens issus des sciences humaines qui de fait s'intéressent aux usages, aux comportements, à des termes comme l'appropriation, l'acceptabilité, l'usage, etc., sur lesquels je reviendrai. Donc là, ce qui est important, c'est de voir finalement que cette sociologie du travail au sens large, elle recoupe tout ce qui a trait à la sociologie des professions, des métiers, des groupes professionnels. Donc c'est ce qui nous permet de nous intéresser à qu'est-ce que finalement cette introduction des outils, des innovations technologiques, elle va avoir comme effet sur les collectifs, bien sûr, mais aussi sur le plan individuel, au niveau des métiers, des savoirs professionnels, comment tout ça recompose des éléments. La sociologie des organisations, puisque ça a été dit à plusieurs reprises. Alors ce sera peut-être la petite nuance par rapport à M. Xil. C'est vrai que l'angle que nous avions retenu, nous, pour justifier en quelque sorte la création de ce Living Lab, ça avait été de dire on va s'intéresser aux professionnels, qui sont souvent un peu les acteurs invisibles, puisque j'y reviendrai rapidement, mais l'innovation, on la destine souvent à celui qu'on considérait être le malade, la personne en situation de handicap, la personne âgée. Et nous, il nous semblait important de revenir sur toutes celles et ceux qui sont de fait des personnes qui vont avoir à accompagner tous ces publics. Donc, on regarde bien évidemment à partir de tout notre appareillage théorique qui est l'appareillage théorique classique en sociologie du travail. Et puis, on regarde aussi tout ce qui a trait à la sociologie de l'innovation. Alors, vu ici, dans son acception véritablement large, puisque là encore, ces slides-là, c'est vraiment à titre informatif, je ne vais pas les commenter, mais très rapidement pour dire que finalement, l'innovation telle qu'on la regarde, elle peut être regardée à partir de deux angles distincts. Il y a tout ce qui relève de ce qu'on appelle les innovations exogènes, ce qui a déjà été évoqué par l'intervention précédente, c'est-à-dire le concepteur, le tiers, où là, on voit que la figure du concepteur, elle est très souvent convoquée, et on reviendra un peu sur ce concepteur qui parfois est un peu éloigné ou tente à construire un peu l'attente, tente à construire l'innovation, des solutions qui sont, et bien évidemment, ce n'est pas un procès de le dire ainsi, mais qui sont pensées sous l'angle quasi exclusivement technologique et numérique, et de fait ça a une incidence aussi sur ce qu'on va observer nous derrière, c'est-à-dire finalement les conditions de déploiement au sein des organisations. Et puis, il y a des innovations qui ne sont pas simplement extérieures et qui sont importées dans les établissements, c'est-à-dire des innovations comme celles que vous pouvez aller voir dans notre espace conçu. Il y a aussi des innovations qui, elles, sont portées en interne des organisations. Et alors là, c'est intéressant de regarder à ce moment-là, mais j'y reviendrai également rapidement, mais qui porte l'innovation au sein d'une organisation. C'est pas tout à fait pareil lorsque c'est porté par un dirigeant ou par un groupe qui veut aller sur tel ou tel axe d'accompagnement de public, ou bien si c'est porté par les professionnels de terrain, même si j'ai volontairement mis terrain entre guillemets, puisque de fait, d'une certaine manière, tous les acteurs sont des acteurs de terrain. La question, c'est comment on s'affronte sur celui qui a le plus en plus de légitimité à se revendiquer comme le plus proche du terrain, donc le plus à même d'être un élément influent dans la conception de l'innovation. Alors, la présentation, je vais la faire de cette façon. En fait, je vais juste vous donner quelques grands résultats.
Et ces grands résultats se veulent volontairement aussi des éléments sur lesquels on reviendra dans les 3 autres tables, mais ça permet voilà, d'avoir une vue d'ensemble, et encore une fois, qui se complète bien avec le propos qu'on a entendu précédemment. Alors, l'innovation, du point de vue du concepteur ou de son promoteur au sein de l'organisation, effectivement, là, les recueils qu'on a pu mener dans les organisations et tout le travail qu'on avait fait préalablement sur l'innovation montrent, et c'est intéressant de vous avoir comme figure aussi de ST, puisque on a aussi un quotidien d'interlocuteurs qui sont issus du monde de l'ingénierie, etc. Même si on sent que les choses bougent et qu'il y a une intégration plus spontanée aujourd'hui de l'usage, de l'acceptation, on voit quand même qu'elle reste profondément descendante et éminemment technique. Alors, d'abord, quand on dit elle est très descendante, c'est qu'on constate que encore très très fortement l'innovation au sens large, lorsqu'elle est mise en œuvre, elle reste initiée, décidée par le haut. Ce qui pose déjà une question sur la façon dont celles et ceux qui vont en être les destinataires vont pouvoir s'en saisir. Ça nous a été dit tout à l'heure par M. Xil, il faudrait, y compris la personne âgée, son environnement, très très en amont et très très en aval. Donc là, on voit bien qu'il y a une chaîne d'innovation qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on peut voir par ailleurs dans les établissements. On constate également que ce déploiement de l'innovation fait rarement l'objet d'une concertation. Alors, ce n'est pas toujours une décision qui est unilatérale, mais on constate quand même qu'il n'est pas toujours spontané, et c'est un doux euphémisme de le dire ainsi, que l'innovation, finalement, elle embarque toutes celles et ceux qui, encore une fois, sont censés en être les bénéficiaires et les destinataires. Vu que cette culture technique est extrêmement présente, eh bien, elle tend à évincer tout ce qui est de l'ordre des dimensions, de l'appropriation, de l'acceptation, des usages qui sont associés. Or, on sait très très bien, et un ami anthropologue nous le rappelait récemment, que sur 10 innovations qui sont pensées, 8 en fait avortent, mais simplement parce qu'elles n'ont pas été pensées du point de vue de celles et ceux à qui on les destine. Ensuite, et ça c'est un point sur lequel véritablement il y a encore parfois friction amicale, mais friction quand même avec les gens issus des sciences humaines, eh bien on voit que cette vision de l'innovation, elle tend à rationaliser, voire à construire le destinataire comme finalement potentiellement un obstacle à une intégration qu'on souhaite évidemment réussie. Donc la logique dans ce cas-là veut que finalement il faille trouver le moyen de le contourner ou de l'évincer, en tout cas de ne pas d'éviter qu'il devienne un élément bloquant dans le dispositif d'innovation. Et c'est ce qui fait que très très fréquemment, alors, sur les enquêtes qui sont menées, mais de manière plus générale, eh bien, on voit que cette innovation telle qu'elle est pensée, elle aboutit à des échecs. Et elle aboutit à des échecs qui donnent par ailleurs peu de remise en question de la part de celui qui a été le concepteur. Et là, encore une fois, la tentation, même si j'insiste sur le fait que les choses ont beaucoup bougé par rapport à ce qui a été notre passé, je regarde Bernard parce que ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on travaille sur ce sujet-là. On voit quand même que les choses bougent, mais très très souvent, quand ça ne fonctionne pas, on a tendance à construire ce destinataire ou cet utilisateur comme de mauvaise volonté, retors au changement ou parfois simplement incapable de réformer ces pratiques. Et je crois, Isabelle, que tu interviens là, non? Pas du tout. Je ne sais plus. Et ça ne marche pas, on ne t'entend pas. La régie qui me branche. Voilà, merci beaucoup. Oui, en fait, c'était rapidement, puisque je pense que M. Xil a très bien posé le sujet du questionnement éthique multidimensionnel. Juste un retour pour dire qu'en effet, nous, à l'occasion de ces recherches pendant ces 3 ans, le sujet éthique ne nous est pas apparu, enfin, ce n'était pas un sujet de recherche en soi. Et en fait, on a un certain nombre de questions qui nous ont été posées parce qu'on arrivait sur des terrains nouveaux. Et parce qu'en fait, l'éthique, c'est à un moment essayer d'apporter des réponses sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. En tout cas, ce qui nous est apparu, c'est que les réponses à ces questions, elles se construisent à plusieurs. Et je pense que là, on fait vraiment tout à fait le parallèle avec ce qui nous a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment avec les professionnels de terrain,
évidemment avec le patient résident, la famille, les industriels, les chercheurs, la société. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un sujet partagé parce qu'il s'intègre dans un environnement. Et là encore, je pense que ça nous a été très très bien expliqué, donc je ne pourrais pas faire mieux que M. Xil. Si. On y reviendra. Le deuxième point qu'on souhaitait aborder, mais vous verrez que tout ça est très imbriqué, c'est qu'il y a autour de l'innovation entendue sous l'angle technique encore une pensée magique qui est extrêmement présente. Et il y a une croyance qu'on observe, nous, lorsque l'on mène nos enquêtes, c'est qu'il y a autour de l'innovation l'idée qu'on répond à une attente. Alors cette attente, on va nous expliquer que parfois, elle n'est pas toujours exprimée par celui qui pourtant va être le destinataire de l'innovation, mais elle est bien là. Elle est bien là et il y a bien de toute façon une attente forte d'un changement que l'innovation peut absolument permettre. Et cette croyance-là, elle se construit donc sur cette culture très technique. Alors une culture d'ingénieur, encore une fois, je suis prudent quand je dis ça parce qu'on a été dans d'autres cénacles où on a été immédiatement pris à partie, vous disqualifié. L'objectif n'est pas de disqualifier la technique. L'objectif, c'est un peu ce qui nous a été dit précédemment, c'est de dire que cette culture technologique d'ingénierie, elle est souvent encore très très forte, mais on le comprend eu égard à la formation et elle explique parfois que finalement des dimensions entières de son appropriation soient totalement évincées. Ensuite, eh bien, puisque cette innovation, elle répond à une attente, du point de vue du concepteur ou de celui qui va porter l'innovation, on considère qu'il y a mécaniquement une adhésion de la part du bénéficiaire. On considère à partir de là que comme elle répond à un besoin et que l'individu est rationnel, même s'il a une rationalité limitée, il est rationnel, il va adhérer à ce qui lui est proposé, voire même avoir une lecture d'une innovation qui va déjà simplifier son existence, simplifier son process de travail. Et sur cette base-là, et ça a été dit par M. Xil et c'était extrêmement intéressant, on voit même que dans certaines situations, le professionnel qui est destinataire peut même accepter que l'innovation vienne se substituer à lui, notamment sur certaines tâches qui sont considérées comme des tâches peu valorisantes. Donc sur cette base-là, l'individu, eh bien, il est construit comme quelqu'un qui est parfaitement en capacité de modifier ses comportements et de répondre aux exigences du dispositif technique. Là encore, tout contournement ou rejet de l'innovation, eh bien, va apparaître de fait comme une sorte de validation que si les personnes ne changent pas, c'est que de toute façon, elles sont réfractaires. Alors, ce sont des choses que vous connaissez très, très bien, notamment sur l'écologie. Nous, pour avoir beaucoup travaillé sur ces sujets d'écologie et d'environnement, à chaque fois qu'on était face à des acteurs qui organisaient, eh bien, on avait tendance à nous dire « mais vous les sociologues, vous ramenez l'usage, sauf qu'il faut, par exemple, toute la question de l'écologie punitive. Est-ce qu'il faut contraindre ?» Nous, on n'a pas d'idée, enfin on en a bien une, c'est que la contrainte, elle va fonctionner tant qu'on va l'imposer, mais dès qu'on va la lever, on risque d'avoir des comportements, si ce n'est pas accompagné, de façon un peu plus pérenne. Donc là-dessus, il y a encore une fois des choses qui sont à regarder. Et il y a cette idée qui est encore très présente du passage d'une logique d'accompagnement à une logique de substitution, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et là, les recueils qu'on a pu faire avec les professionnels sont hyper intéressants, mais on y reviendra. Et je crois, Isabelle, que tu voulais également prendre la parole pour nous parler de Paro. Et en fait, je voulais souligner en tout cas une simulation, une anecdote dans une simulation, mais qui est pour nous assez significative. On avait, donc dans les simulations, et Tony reviendra sur la méthode de simulation, nous associons différents professionnels de différents établissements. Et l'idée de cette simulation, c'était de travailler autour du phoque Paro, qui est un phoque de médiation animale que vous pouvez retrouver tout à l'heure et faire sa rencontre. Et nous avions une aide-soignante qui est arrivée en disant moi il n'est pas question que j'utilise ce phoque Paro parce que je n'y crois pas et qu'il y avait une sorte de répulsion à la technologie.
Et puis finalement, la simulation s'est opérée. Elle a vu ses collègues utiliser le PHOC, les scénarios, l'acteur qui a joué le rôle du résident. Et puis très vite, elle a voulu se lancer. Et elle s'est prêtée au jeu et elle a utilisé le PHOC. Et ça s'est plutôt bien passé puisqu'à la fin, elle était assez conquise. Alors tout ça pour dire, non pas que la simulation est très efficace, mais pour souligner le fait que la simulation, en fait, c'est un moment de penser notre action. Donc on est déjà dans la réflexion autour de l'action et ça c'est très important. Et puis au-delà de ça, c'est surtout le fait de dire que la technologie, elle renvoie à des valeurs. Et là je fais encore le lien avec ce que nous exposait Monsieur Xil. La technologie, elle induit forcément un changement. Et il faut aussi respecter la position des uns et des autres. C'est-à-dire que la position de notre collègue, c'était de dire je trouve que ce PHOC est infantilisant. Ça ne correspond pas, en fait, à mes valeurs personnelles et à mes valeurs professionnelles. Et ça, il faut l'entendre, c'est important. Et elle a eu besoin, en tout cas, d'opérer une forme de médiation avec ses collègues pour penser l'usage et l'intégrer dans sa pratique professionnelle. Et ça, c'est très important. On ne peut pas avoir une pratique qui soit confiscatoire, en tout cas dans le choix, ni imposée. Et il est important que chacun puisse penser la façon dont il va pouvoir l'utiliser. Voilà, c'était ce point que je voulais souligner, en tout cas pour faire le pendant sur la phase, on va dire, opérationnelle et pratique. Mais c'est vrai que ce point-là, il est essentiel, et si on devait le conclure, je dirais qu'en fait, on observe une sorte de persistance d'une logique qui reste très technique, là où sans doute, ça ne vous étonnera pas devenant de sociologue, mais on prône plutôt pour une logique d'installation dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un système socio-technique, c'est-à-dire qui combine les deux, et il y a sans doute là un travail à poursuivre. Alors, ce que je voulais vous présenter aussi rapidement, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, ce que vient de rappeler Isabelle et ce que j'essaye d'exposer, c'est simplement dire, il y a encore des permanences d'une culture d'ingénieur, une culture très technique, mais encore une fois, qu'on respecte pour ce qu'elle est, mais qui tend à évincer certaines dimensions de l'innovation sur lesquelles il y a un travail à mener. Et ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, nous, cette question de l'innovation vue par le concepteur ou par le promoteur, mais là en l'espèce c'est plutôt le concepteur, eh bien on l'a mise en perspective avec la façon dont les professionnels voyaient cette innovation. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, une culture technique qui soit préconstruite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, on n'a pas retrouvé dans les entretiens, et c'est peut-être une nuance que je ferai tout à l'heure par rapport à la question de la neutralité axiologique, mais on n'a pas retrouvé chez les professionnels une logique qui soit une logique a priori qui était positive par rapport au déterminisme technologique, ce que je mets un peu trivialement en disant notre salut collectif, il viendra de ça. De la même manière, on n'a pas de professionnels qui s'inscrivent dans une logique a priori de rejet ou de disqualification de la technologie qui serait de dire c'est donc ça l'avenir, des robots qui vont se substituer, etc. Et l'exemple qu'Isabelle prend est intéressant, c'est qu'on voit plutôt comment les professionnels, en quelque sorte, vont évaluer la façon dont ce dispositif technique est en capacité ou pas de venir compléter une façon de prendre en charge des résidents. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que peut y avoir à un moment donné cristallisation sur le dispositif technique et comme on a dit tout à l'heure, c'est un écosystème qui est modifié, donc très légitimement ça peut susciter des interrogations, mais on voit surtout que les enjeux se situent pour les professionnels dans leur capacité à voir si du point de vue des usages et d'intérêt, eh bien, une prise en charge est envisageable avec cet outil. Et de la même manière, et ça c'est légitime, hein, je pense que nous-mêmes n'échappons pas à ça si on se regardait par rapport à l'introduction d'un logiciel, d'un outil ou toute autre innovation, d'ailleurs pas simplement technique, eh bien, c'est la façon d'être en capacité d'évaluer ce que ce dispositif technique, cette innovation, va modifier d'abord sur le plan du métier,
mes savoirs professionnels, on fonctionne tous sur des formes de routine qui sont rassurantes, comment finalement cette innovation les retravaille, et puis aussi comment finalement elle retravaille des coopérations professionnelles, et en l'espèce, on est sur des métiers ce sont des métiers qui travaillent et fonctionnement sur la dimension éthique. Et là, il me semble, Isabelle, que tu voulais également prendre la parole. Alors, un petit retour par rapport à une expérimentation en cours sur une recherche plutôt située en amont. Là, on est très dans le développement informatique. Donc, des développeurs informatiques de haut vol qui souhaitent développer une technologie permettant aux personnes malvoyantes de pouvoir mieux se déplacer ou non-voyantes, de les aider dans leur déplacement. Et ils ont rencontré des équipes de chez nous qui s'occupent de prendre en charge des personnes devenues malvoyantes suite à une évolution d'une maladie ou un accident de la vie, et qui participent à leur rééducation fonctionnelle sur ce champ. Donc une réunion entre les développeurs et les professionnels de santé, développeurs qui exposent leurs projets. Et finalement, dans la première réunion, les professionnels de santé qui étaient plutôt un peu dans le rejet, en disant mais attention, vous pouvez pas. D'abord, vous n'allez pas nous remplacer, et ensuite, la technologie, vous n'allez pas évincer déjà des outils qui existent et qui sont très performants. Donc, il y a eu ce petit temps d'échange, un peu de confrontation, sachant que les développeurs étaient venus assez ouverts et au contraire avaient besoin de se nourrir de la compétence des uns et des autres, mais tout ça pour dire en fait que ce que nos professionnels ont essayé de faire comprendre, c'est évidemment que la technologie, elle s'insère dans un environnement et dans une prise en charge. On a dans ce service, qui est un service, je le disais, qui prend en charge des personnes dans leur ensemble, dans leur environnement, dans leur capacité. On a des équipes pluridimensionnelles et multicompétences, et elles vont s'attacher à une prise en charge individuelle. Elles vont étudier quel outil, elles vont travailler sur les capacités à développer, sur les nouveaux sens à utiliser. Donc il y a tout un travail de valorisation, de montée en compétence sur certaines capacités qu'ils n'avaient pas ou peut-être pas assez développées pour compenser leur déficit visuel. Et ensuite, c'est les professionnels qui vont choisir l'outil qui va venir compenser et en fonction de la personne et en fonction de ce besoin. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la techno, elle doit être désacralisée. C'est-à-dire que c'est le professionnel qui va choisir comment, en fonction de son accompagnement, en fonction de son expertise, elle va pouvoir s'insérer dans un environnement et dans un parcours complet. Et ça, c'est en effet très important que les développeurs, les informaticiens puissent le comprendre. Eux étaient plutôt enthousiastes par rapport à leur développement IA qui était hyper pointu et super intéressant. Mais tout ça pour dire qu'il faut absolument leur situer dans un environnement, sinon on arrive à ce que présentait Jean-Philippe, à une opposition, et on va dire non, mais c'est parce qu'ils ne savent pas utiliser la techno. Non, en fait, voilà, il faut bien recontextualiser l'utilisation et l'usage. Et pour compléter ce que dit Isabelle sur l'exemple, je vois Donatello, donc, qui est un des éminents représentants du LIFAD, donc nos collègues en informatique, c'est qu'en fait, l'IA qui était proposée par les équipes de Gilles, elle pouvait laisser penser aux professionnels qu'elle allait finalement remplacer la canne. Et sauf que les professionnels qui étaient là disaient « mais attention, nous on a quand même tout un savoir-faire, des compétences qui se sont construites aussi dans un apprentissage et une forme de socialisation à l'espace à travers de la canne. » Et eux, l'espace d'un instant, ont vu cette IA arriver comme une sorte de substitution. Et Gilles a reconnu que de fait, c'est vrai qu'il pouvait y avoir un moment là de recul en disant effectivement, c'est sans doute en intégrant un peu le professionnel plus dans le dispositif qu'il faut arriver à travailler. Donc là, c'était ce premier point sur l'innovation. Très rapidement, pour ne pas frotter plus Clarisse que ça, qui me fait des grands signes. Il y a la dimension de l'innovation, et puis il y a cette dimension qu'on a commencé à regarder tous ensemble et qu'on va développer dans les autres tables, autour de finalement comment tout ça, ça retravaille des collectifs professionnels, des pratiques et des organisations. Alors, le premier point, même si c'est une banalité, c'est toujours important de le rappeler, en fait, les organisations du travail dans lesquelles ces dispositifs innovants arrivent,
eh bien, il préexiste à l'innovation en tant que telle. C'est-à-dire qu'au sein de ces collectifs, il y a déjà des routines. Et encore une fois, regardons-nous dans nos façons de travailler, on a des routines, on a des formes de répétition qui sont des façons de baliser notre activité. Elles sont par ailleurs rassurantes et on peut faire l'hypothèse que par ailleurs elles sont un gage d'efficacité. Et c'est vrai que l'introduction de l'outil, c'est un peu l'exemple que tu prenais finalement avec nos collègues du LIFAT, c'est que finalement va y avoir potentiellement une lecture qui est une lecture de réorganisation de ces routines. Mais ça, finalement, un sociologue du travail vous dira que l'innovation perturbe l'organisation en place, c'est normal. Au moins dans un premier temps, elle va être facteur d'incertitude. On introduit de la nouveauté, cette nouveauté retravaille les savoir-faire sur lesquels finalement on fonde sa légitimité et son métier. Elle retravaille également la manière dont les collectifs interagissent les uns avec les autres. Donc qu'il y ait une période d'incertitude, ça fait partie prenante du dispositif d'innovation. Ensuite, et c'est concomitamment à la première information, c'est que va y avoir production de nouvelles compétences. Mais la production de nouvelles compétences, elle nécessite, elle aussi, une phase d'apprentissage. Et cette phase d'apprentissage, eh bien, elle doit être intégrée comme, encore une fois, une temporalité dans laquelle on s'inscrit inévitablement lorsque nous sommes dans un dispositif d'innovation. Et je crois de nouveau que Isabelle, tu vas nous dire de quelques mots. Oui, l'exemple de la table magique. Donc la table magique, c'est un projecteur qui projette des images et qui permettent en fait de pouvoir développer des jeux, des animations cognitives avec, en tout cas nous, déjà on commence à l'utiliser sur le champ de la personne âgée. Et nous avions dans un établissement une aide-soignante qui menait une animation sur ce sujet-là, avec un petit groupe de résidents autour d'elle qui participaient, l'idée étant de pouvoir travailler vraiment sur l'aspect cognitif de la personne âgée, sur le lien social et de retravailler en reposant des questions et de créer du lien avec l'ensemble des participants. Une équipe d'aides-soignantes passe devant le site, enfin en tout cas le lieu d'animation, et dit il y en a qui s'amusent pendant que d'autres travaillent. Voilà. Donc ça dit deux choses. La première, le premier, c'est finalement quelle est la mission de l'aide-soignante. Enfin, ça, c'est une question sur laquelle vous travaillez, vous, beaucoup. Hein. Est-ce que, finalement, la prise en charge, elle est-elle uniquement dans le confort physique ? Est-ce que le lien social, l'animation cognitive, ne fait pas partie aussi de la prise en charge de la santé ? Ça, c'est le premier point. Bon, ça, c'est un sujet qui est beaucoup travaillé par les chercheurs. Le deuxième, c'est, on sait que, deuxième lecture, cette animatrice qui utilisait la table magique l'avait fait aussi parce qu'elle a des appétences sur tout ce qui est innovation, technologie. Et donc, elle était volontaire pour travailler sur ce sujet-là. Et finalement, on peut le lire à un autre niveau aussi en se disant... attention, comment on embarque l'ensemble d'une équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que l'innovation crée une fracture dans un collectif qui est extrêmement important dans la prise en charge. Donc, si cette personne a été motivée parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle a des envies, c'est très bien. Et appuyons-nous on a besoin de ces personnes-là, au contraire. Mais il faut aussi réfléchir à la façon dont c'est réceptionné par les autres. Parce que sinon, on risque finalement la technologie qu'on voulait... pour faciliter le bien-être et la prise en charge, elle risque de créer plus de problématiques au sein d'une équipe que de côté positif. Voilà. Donc tout ça pour dire aussi qu'elle doit s'expliquer, elle doit être partagée dans une équipe. Et là, on retrouve aussi les sujets d'éthique et les questionnements éthiques. Pourquoi on l'utilise ? Dans quelle temporalité ? C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager un premier groupe l'utilise et ensuite un autre groupe. Mais ne créons pas de fractures au sein des équipes et ne soyons pas confiscatoires aussi avec ces outils technologiques pour qu'ils puissent parler à tout le monde. Ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de professionnels qu'on connaît bien qui sont ici, qui pourraient dire à quel point il y a un enjeu très fort d'embarquement au-delà des quelques motivés, et puis en même temps une vraie difficulté, mais on y reviendra. Par rapport à ce que vient de dire Isabelle, finalement, on pourrait résumer ça de la façon suivante. C'est qu'il y a deux questions qui se posent autour de l'innovation. La première, c'est qui promeut l'innovation ?
Et là, on voit bien un petit peu ce que je disais en démarrage de mon intervention, qu'il y a clairement des appréciations distinctes selon les uns et les autres sur qui a légitimité à porter l'innovation. Si vous êtes dans une posture très hiérarchique, vous pouvez considérer qu'un établissement qui a un directeur, eh bien le dit directeur a légitimité puisque c'est lui qui est censé organiser. On peut parfaitement voir cette façon-là, mais d'autres vont avoir une appréciation qui est la proximité, peut-être la connaissance plus fine de la prise en charge, de l'accompagnement des personnes, ce qui fait que je considère que le promoteur de l'innovation, il n'est pas forcément institué hiérarchiquement et il peut avoir d'autres compétences qui le rendent tout aussi légitime à le faire. Et alors un autre point qui est venu un peu sur le tard dans nos recherches, mais qui est un point absolument central et sur lequel on discute avec notamment nos partenaires de conception technique, c'est à qui s'adresse l'innovation. À qui s'adresse l'innovation? Et là, il y a une véritable distinction à faire entre le bénéficiaire final de l'innovation et l'utilisateur principal de l'innovation. Le bénéficiaire final, on le connaît tous. C'est la personne âgée, c'est la personne en situation de handicap ou tout autre public, etc. Et la plupart du temps, lorsque la conception, enfin l'innovation est pensée, on la pense du point de vue de ce public-là. Or, ce qu'on oublie, et c'est particulièrement vrai sur ce secteur qui est le vôtre, c'est que eh bien, le bénéficiaire n'est pas toujours le premier utilisateur de l'innovation et que cet utilisateur de fait doit nécessairement être intégré dans le dispositif de conception. Ensuite, et je vais terminer sur cette partie-là, c'est que finalement, on observe que l'introduction de l'innovation, elle remet en cause la division classique du travail. Alors, il y a des positifs. Le positif, c'est finalement que ces outils-là sont des solutions parmi d'autres, il n'y a pas d'idéologie par rapport à ça, qui viennent compléter une boîte à outils et permettent à des professionnels de répondre à des situations qui sont des situations qui sont singulières, qui sont compliquées. Enfin, n'importe laquelle des professionnels qui sont là diront que en 10, 15, 20 ans, le public accueilli a considérablement changé. Donc, de fait, que la boîte à outils professionnelle soit enrichie de nouveaux outils qui permettent de répondre à ces situations, c'est quelque chose de parfaitement légitime. Pour autant, ce qu'on observe, c'est que ça va modifier l'organisation. Ça modifie l'organisation et c'est toute la question de la prise en charge globale. Moi, j'ai souvenir d'une discussion avec une cadre de santé autour de la continuité de soins. Et on voyait bien qu'il y avait une sorte d'adhésion collective à cette continuité de soins, c'est-à-dire que finalement, on parte de la personne, comme ça a été dit tout à l'heure, et puis des principes de réalité qui faisaient que cette continuité de soins, elle venait retravailler des frontières professionnelles ou d'activités qui étaient relativement étanches et qui faisaient que parfois ça bloquait. Ça redéfinit également les hiérarchies, mais là-dessus, j'y vais pas trop parce que Tony aura une belle illustration avec un exemple sur les simulations, où on voit bien comment finalement les hiérarchies instituées, habituelles entre les compétences, elles peuvent être retravaillées par l'introduction d'un outil. Il retravaille la primauté d'un métier sur un autre, et là encore, si on l'appelle de nos voeux en disant c'est bien pour le destinataire final, force est de constater que ça peut avoir des éléments d'incertitude, d'inquiétude, tout du moins de questionnement pour certains professionnels. Puis enfin, il y a un point qui a été évoqué par M. Xil qui est un point à prendre en considération. C'est aussi que ces outils-là, d'une certaine manière, pour certains d'entre eux, ils vont renforcer la traçabilité. Donc là, on a une posture entre la crainte d'un contrôle. Est-ce que finalement, ces outils-là préfigurent des organisations du travail dans lesquelles il y aura un suivi, quasiment même une évaluation de l'activité au sens quantitatif du terme ? Ou bien est-ce que nous pouvons, et peut-être d'ailleurs que ce n'est pas ou mais aussi y voir des opportunités pour élargir des sphères de compétences et d'intervention.
L'exemple de l'animation qu'Isabelle a quelque peu défloré est très intéressant par rapport à ça, puisque on voit que ce métier-là est particulièrement confronté, soumis à ces éléments d'innovation, simplement par le fait de la manière dont nous y sommes rentrés au début. Et on voit bien comment, finalement, des prérogatives et des territoires de compétences vont être en débat. Les professionnels ne le diront pas par pudeur, mais nous, on a pu entendre au moment du Covid, certains professionnels s'étonner que les animatrices étaient encore présentes dans l'établissement et qu'elles n'étaient pas au chômage technique, puisqu'on était dans une période dure et qu'elles, finalement, ça n'aurait pas été complètement incohérent qu'elles soient retirées. Donc ça montre aussi, derrière ça, finalement, comment on conçoit le métier de l'autre. Comment on le perçoit, et sur cette base-là, eh bien, l'innovation, elle est pas neutre. Donc, si on reste sur l'innovation 2 secondes, c'est le métier de qui ? Est-ce que c'est le métier qui est détenu par des professionnels qui ont une formation ad hoc, qui ont une légitimité, ou bien est-ce que c'est un métier où une partie des activités d'animation rentre aussi dans, par exemple, le métier d'aide-soignante, et c'est pour ça que j'ai précisé ce que disent les fiches de poste, parce que c'est très intéressant d'aller voir les fiches de poste quand on a un doute, et quand on regarde la fiche de poste d'une aide-soignante, eh bien on constate que cette partie aussi de la prise en charge, elle existe. Et pour autant, on voit bien qu'on a une résistance qui dit quelque chose. Donc, tout ça pour dire que finalement, dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on vous parle d'innovation, mais de façon un peu singulière. C'est-à-dire que là, ce n'est pas l'innovation en tant que telle qui va cristalliser, mais c'est plus ce qu'elle va révéler comme élément de questionnement sur qu'est-ce que c'est que le savoir professionnel qu'on veut construire collectivement, qu'est-ce que c'est que la prise en charge telle qu'on l'imagine collectivement, quelles sont les formes de coopération qu'on veut construire les uns avec les autres. Et finalement, derrière ça, c'est bien la définition du métier qui est en cause. C'est toute la question du cœur de métier, on l'a beaucoup entendu, le cœur de métier, on a beaucoup entendu dans les entretiens et pendant les simulations, être dans le faire et le soin global, c'est-à-dire être dans le faire qui renvoie à peut-être à des dimensions plus techniques et un soin global qui intègre d'autres dimensions. Et on voit que la dimension innovation, eh bien, elle retravaille beaucoup plus. Alors, sur le plan du numérique et du technologique qui suscite débat sur la dimension de l'éthique, on a très souvent été destinataire de propos, et encore une fois, ce n'est pas l'innovation technologique en tant que telle qu'il suscitait, mais c'est ce qu'elle permettait comme libération du discours autour de la question du sens, de la perte de sens, c'est-à-dire le métier que je fais, est-ce que c'est encore un métier qui a du sens quand je vois les prises en charge, ou potentiellement je suis même en insatisfaction par rapport à la manière dont je travaille. Donc j'ai repris à notre collègue Christophe Dejour la définition de ce qu'est la souffrance éthique, puisqu'elle dit assez bien ce qu'on évoquait tout à l'heure avec M. Xil. Alors, Christophe Dejour dit que de la souffrance éthique, c'est cette souffrance qui ne résulte pas d'un mal subi par le sujet, mais celle qu'il peut éprouver de commettre du fait de son travail des actes qu'il réprouve moralement. Et là, l'innovation technologique, elle va aussi poser ces questions-là inévitablement, puisqu'elle est finalement un révélateur et un amplificateur de questionnements qui sont déjà présents dans les organisations. Juste petite parenthèse, hier je suis allé dans un SIAD récupérer notre phoque paro, et à un moment donné je discute avec la professionnelle, je dis alors ça fonctionne? Elle me dit ça fonctionne, oui et non. Donc c'était à propos d'une dame qui avait des troubles cognitifs très importants. Elle me dit en fait le phoque fonctionne pas tant que ça, ou s'il fonctionne, il faut qu'on soit deux. Donc en fait, le phoque paro n'était absolument pas disqualifié comme outil, elles y voyaient même un bénéfice. Par contre, elles rappelaient la nécessité, quand on était une infirmière par exemple, d'avoir une partenaire qui puisse prendre en charge la personne sur le plan de la distraction, etc. Et elle me dit, mais vous savez, à la limite, on pourrait presque remplacer le phoque par un autre outil. Ce qui compte, c'est la façon dont on accompagne, dont on prend en charge. Tu voulais dire 2 mots, me semble-t-il, Isabelle ? Absolument pas. Bon, écoute, j'avais une réflexion sur éthique menée à d'autres échelles. Mais donc, en très rapide conclusion,
Les groupes professionnels observés sont hétérogènes et leurs frontières sont fluctuantes. Ça révolutionne pas la sociologie du travail, mais comme dit l'autre, c'est toujours mieux en le disant. Et simplement, l'introduction des outils technologiques et numériques, eh bien, elle va être une façon d'évaluer qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre, individuellement et collectivement, de par l'introduction de ces outils dans nos organisations. La technologie, elle nous est apparue très très souvent, et ça n'a pas été une surprise, comme une porte d'entrée. Finalement, à travers elle et au-delà d'elle, on évoque des problématiques qui sont relatives au métier, à l'organisation, même au devenir du secteur médico-social. On voit bien tous le nombre de fuites de professionnels. Donc comment finalement la technologie, elle peut simplement, l'innovation, être révélatrice d'un secteur voilà, qui s'interroge. Et puis, enfin, rappeler, parce que c'est important, en tout cas, nous n'en avons pas vu sur le terrain, il n'y a pas de posture idéologique ferme vis-à-vis de l'innovation technologique. Peut même y avoir une adhésion souvent inscrite dans la longue durée et partagée par l'entreprise dès lors que les professionnels voient du sens, en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, entre quête de sens et perte de sens, et de l'intérêt à la fois pour le public pris en charge, bien sûr c'est leur priorité, mais aussi pour eux-mêmes en tant que professionnels. Et le dernier point, c'est de dire que la démarche Living Lab, qui, elle, est axée sur des hypothèses autour de ces enjeux d'appropriation des technos, finalement, elle s'inscrit bien dans cette démarche éthique, même si là, on l'a un peu moins évoqué, enfin Isabelle plus que moi, mais on est bien dans cette dimension-là à partir d'un prisme qui est celui qu'on vous a présenté très rapidement et qui va être concrétisé dans les 3 prochaines tables. Voilà, merci de votre attention. Et puis, alors oui, là, je suis censé dire, on fait une pause. C'est ça ? Oui, et je voulais juste rajouter un point par rapport à la démarche éthique, parce que cette fois-ci, là, je voulais juste conclure aussi pour préciser en effet que ces questionnements éthiques sont apparus pendant ces 3 années et que nous avons bien identifié des questionnements chapeaux, en fait, que nous allons continuer à enrichir et à poursuivre, et que nous souhaitons, sur les prochaines recherches que nous mènerons, pouvoir travailler ces questionnements éthiques en amont avec les groupes qui seront amenés à travailler sur ces recherches pour identifier déjà au préalable les possibles questionnements éthiques qui se poseront et qui seront musclés au fur et à mesure des recherches et qui permettront aussi d'alimenter, bien entendu, les recherches conduites sur ces mêmes sujets. Merci. Et donc, la pause, c'est ça ? La pause. Voilà, vous avez 5 minutes. Je vous propose de revenir sur notre dernière intervention, les enjeux sociologiques et éthiques issus de la recherche en cours, car Jean-Philippe était très pressé de prendre un café et à zapper la partie questions. Je sais que nous avons 2 questions, peut-être plus, et je vous propose de vous donner la parole pour interroger Jean-Philippe sur ce sujet. Clarisse, vous aviez des questions oui. À distance ? Alors oui, on a une question sur WooClap. La remise en débat des métiers et de leur place hiérarchisée du fait de l'introduction des nouvelles technologies est-elle un facteur limitant la réussite de ces technologies ? Bon courage. Tu peux répéter la question juste ? Je crois que parce que d'après ce que je comprends, elle s'adresse plus à Isabelle. Non mais juste parce qu'en fait, j'écoutais pas vraiment. Merci. La remise en débat des métiers et de leur place hiérarchisée du fait de l'introduction des nouvelles technologies est-elle un facteur limitant la réussite de ces technologies ? Oui. Non, Bernard et Tony, mais j'aurais inversé la question, mais je respecte la question. En fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est est-ce que le fait que ça impacte ou que ça ait des incidences sur les métiers, ça peut obérer le déploiement de la techno. Comment tu l'entends, Tony ? Comme ça ? Alors oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Un peu par. Alors, je suis désolé hein, si c'est quelqu'un qui l'a posé dans la salle, je pourrais compléter, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des facteurs d'incertitude, il y a des facteurs de remise en cause des métiers dans leur organisation un peu classique, donc des
des professionnels ou des groupes professionnels lisent ça comme potentiellement voilà, des remises en cause ou des changements très très profonds, ça peut bien sûr avoir un impact sur la façon dont l'innovation va prendre place ou pas. Mais c'est un peu ce qu'on répétait depuis le début, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que parfois c'est vraiment l'innovation en tant que telle, elle vient perturber, elle retravaille l'organisation et c'est autour d'elle que se construisent les résistances ou au contraire les formes d'adhésion. Et puis parfois, c'est plus ce que les professionnels entrevoient comme élément de réorganisation des métiers qui va faire que, aussi utile, efficace et bénéfique soit-elle, l'innovation va se heurter à une fin de non-recevoir parce que c'est ça, Tony, hein, on peut dire ça, Bernard, c'est ça? Oui. Je crois qu'un des enjeux importants, c'est de savoir si les professionnels arrivent à se projeter, à imaginer avec l'innovation comme un moyen d'amélioration de leur activité, de leur travail, de la qualité du service rendu aux personnes. Il y a beaucoup, me semble-t-il, une question d'espoir. Soit on voit des perspectives dans les transformations que l'innovation, des perspectives positives. Et à ce moment-là, la question de la renégociation de la place des métiers les uns par rapport aux autres va se jouer facilement. Soit les gens sont très crispés parce qu'ils ne voient l'innovation que comme, au fond, j'allais dire un grand remplacement. Hein. On a eu ces remarques-là de la part de certains personnels ou des craintes initiales. Est-ce que l'innovation a vocation à nous remplacer ? On l'a entendu un peu partout, en gros, le syndrome de la caissière à Auchan. Est-ce qu'une machine va nous remplacer ? Dans ce contexte-là, si les gens pensent comme ça, il est évident qu'ils ne vont pas adhérer à toute modification de relation avec les autres. Et si par contre, c'est un projet où les gens embarquent, adhèrent à l'idée qu'il faut modifier, inventer des nouvelles façons de travailler, la question devrait se résoudre beaucoup plus simplement. Tout l'enjeu de ce qu'on avait mis ensemble en place, on était parti dans vos locaux avec des professionnels, où l'idée c'était justement un peu ce qu'on disait avec Zil, de partir très très en amont, de manière à ce que justement il n'y ait pas ce sentiment que potentiellement je suis écarté du dispositif à terme, quoi. Et je voulais juste rajouter du point de vue entreprise aussi, rappeler que les postes dont on parle sont des postes extrêmement normés et réglementés et qui peuvent venir quand même un peu stopper la fluidité, la coopération et l'introduction d'innovation. Voilà. Il y a aussi cette réglementation, ces textes qui font qu'on peut avoir des difficultés à introduire et avoir la souplesse attendue quand on met en œuvre une innovation dans une organisation. Mais on pourra cet après-midi interroger le représentant de l'ARS et sans doute qu'à un moment ou à un autre, il faudra que les référentiels métiers tels que définis par les autorités de santé évoluent. Alors, il fait beau, on est juste avant l'été, on a de l'espoir. La vitesse de réalisation de cet objectif n'est pas connue encore. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou à distance ? Clarisse ? Oui. Si les entreprises qui réalisent ces innovations se rendent compte que cela ne fonctionne pas, et pour les raisons évoquées, notamment du fait de la non-implication des personnes à qui elles sont destinées, quel est leur intérêt à poursuivre dans cette voie ? Si elles constatent que l'innovation proposée ne fonctionne pas ou qu'elle n'atteint pas l'objectif, c'est que d'une certaine manière, du point de vue des professionnels à qui il la destine, elle ne répond pas à un besoin clairement identifié. Ça peut aussi être lié au fait que, encore une fois, un peu ce qu'on s'est dit à plusieurs reprises depuis ce matin, que tout le travail d'intégration, d'embarquement de toutes celles et ceux qui sont les utilisateurs n'a pas suffisamment été fait. Enfin, en fait, dans la question telle qu'elle est posée, moi je vois deux choses. Soit ça, c'est un résultat qui simplement confirme un peu ce qu'on vient de dire, que les utilisateurs ou les bénéficiaires n'ont pas été intégrés et que celui qui initie se heurte à une forme de résistance.
soit il fait marche arrière, soit il réorganise la façon de penser l'intégration de l'innovation. Ça peut être une première façon de voir les choses. Soit il fait état que l'innovation ne répond pas à un besoin de la part des professionnels. Nous, c'est pour ça qu'au sein du Living Lab, on est extrêmement à l'aise, puisqu'on répète à celles et ceux qui pourraient nous penser soit très hostiles ou soit très favorables, qu'on n'a pas d'enjeu, en fait, par rapport à ça. Ce qui n'est pas le cas d'un concepteur. Mais qu'elle aboutisse favorablement ou pas, ça n'a pas d'enjeu. Donc, sur cette base-là, simplement, ce qu'on peut préconiser, c'est ce travail très, très en amont, de manière à ce qu'elle réponde à un besoin qui est clairement identifié et intégrer les professionnels qui seront appelés à être les utilisateurs. Et puis si ça ne fonctionne pas, il est dit que, alors soit ce sont des éléments innovationnels, soit ce sont des éléments contextuels. Parfois l'innovation elle est bonne, mais elle arrive trop tôt ou trop tard. Donc c'est tout ce travail-là qui est à repenser. Et puis encore une fois, moi je repense toujours à... Je regarde Tony et Bernard parce qu'ils le connaissent aussi. Je pense toujours à notre collègue Cédric Carle qui nous dit que 8 sur 10 n'aboutissent pas parce qu'elles ne répondent pas à un besoin. Ça ne veut pas dire que techniquement c'est pas bon, ça veut juste dire qu'il n'y a pas le besoin en face, ou en tout cas pas au moment où elle a été mise en œuvre.